Bienvenue dans INSEE, mais toujours en compagnie de Sandrine qui nous a préparé des capas. C'est d'une partie de la communauté espagnole insulaire. Avec vous, les filles, ça va toujours? Oui, très bien. Alors, vous avez assisté au début de la recette. Donc, on va rappeler quand même ce que vous avez fait. Donc, on a fait des petites brochettes de crevettes. De crevettes marinées. Crevettes marinées, d'accord. Et des croûtons, poivrons, oignons rouges, chorizo. Vous nous disiez là hors antenne que c'était important, une fois qu'on avait fait cuire pendant une dizaine de minutes, vous avez dit tout ça, avec le... Non, 20 bonnes minutes. De les faire passer au chinois, oui, 20 bonnes minutes. De les passer au chinois parce que ça rend beaucoup de gras. Et après, sur le toast, c'est pas forcément très agréable lorsqu'on croque. Voilà, donc moi je le passe, j'attends que l'huile descende bien et ensuite je mets sur les toasts. Et ça donne ça, et on l'a pas encore goûté, ceci, on l'a pas encore goûté, on va goûter tous ensemble, mais on avait promis une troisième recette de tapas, oui. C'était des petites... des petites brochettes, donc on prend des lamelles de jambon serrano, hop, on entoure autour d'une olive. Parce que faites attention, on n'a pas vu, mais c'est pas grave, on l'a deviné, vous entourez l'olive. Est-ce que les filles, est-ce que c'est des tapas que vous connaissiez ça ou pas? Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de tapas que nous a fait Sandrine? Oui. C'est vraiment le tapas espagnol Oui, en fait, il y a des trucs. Il faut que... Ouais, pas confiance. Hein. Non, pas confiance. Moi, j'aurais la main. Et on met un bout de fromage, du manchego. C'est du fromage de brebis, de la tome de brebis espagnole. Bon, on va la poser là. Sandrine, on va faire goûter notre jury impartial. Il me reste à vous, je vais leur donner, il me reste à vous remercier, vraiment, merci à vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine recette méditerranéenne. Je croise les doigts pour votre futur boulot, de toute façon. Merci. Passez par là, nous, les filles, tenez, regardez, vous allez venir vous asseoir, vous allez vous asseoir là derrière. Je vais vous mettre les tapas. Vous allez les goûter et en attendant, je vais rejoindre Diana Salicetti qui est là. Diana, ça va toujours? Asseyez-vous, prenez place les filles. Ça va très bien. On va parler histoire, bien sûr, avec vous. Mais avant que nous parlions histoire, on va parler histoire. Et vous mangez, les filles. Oui, avec le 13 février, nous allons, pendant que nos amis dégustent las tapas, nous débutons avec l'année 1633. Et le 13 février de cette même année, Galilée arrive à Rome pour prouver devant le tribunal d'inquisition que la Terre tourne bien autour du Soleil. Et donc c'est un vieillard fragile à cette époque, il a 70 ans. Les amis essayent de le défendre, notamment le pape, parce qu'il risque quand même la peine de mort. Mais rien à faire, malgré que le procès soit assez cadré, eh bien Galilée va finir tout simplement condamné. On voit ici l'image du procès. Et le fameux aparté que l'on attribue à Galilée, Eppur si muove, et pourtant elle tourne, est probablement apocryphe et donc non vérifié. Voilà, il a quand même été condamné à l'enfermement à vie. Hein. Incroyable. 1768, toujours un 13 février, c'était la première parution du livre de James Boswell, An Account of Corsica. C'était Gerard Rousseau che aveva proposto a Boswell d'andare fino a Corsica e d'altronde Boswell, una volta giunto in Corsica, adesso s'adava amico con unicide o famoso Paoli Pasquale. Et donc, il va commencer à écrire cet ouvrage parce qu'il est très admiratif, Boswell, de la tentative d'organisation d'un État démocratique dans l'île, la volonté de s'affranchir de toute tutelle étrangère. Et donc, il va écrire cet essai qui va être fameux en Europe et il va être l'ambassadeur de la Corse dans toute l'Europe, Boswell. Complètement. 1769, maintenant, on va revoir l'image. C'était l'échec de la conspiration d'Olette qui devait permettre à Pascal Paoli de prendre le village. À cette époque, donc en février 1769, 1500 soldats français sont sous les ordres du chevalier d'Ampus. Ils occupent Olette. Et donc, le village est totalement occupé et il va y avoir un stratagème qui va être mis au point par l'abbé Francesco Antonio Salicetti. Voilà. Avec 2 T, donc ce n'est pas exactement la même famille. Il organise un complot qui est destiné à introduire un détachement corse dans le village et donc, je dirais, à reprendre Olette en main. Et là, s'il va y avoir un infiltré que je vais nommer, c'est Pietro Boccechamp qui va rejoindre les Français, qui va donc éventer le complot et tout cela va tomber à plat.
Et qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est votre ancêtre, le salicetto avec 2 T? Ce sont les salicetti d'Oletta. Oui. Mais je suppose qu'au début du monde, nous étions Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ces salicetti? Eh bien, écoutez, Salicetti, lui, va mourir lors d'une bataille qui se va dérouler un petit peu plus tard. Mais sinon, l'attaque sur Oletta ne se fait pas, mais il va y avoir des comploteurs. Et les comploteurs, ils vont rester sur Oletta et les Français vont totalement condamner les comploteurs. Je vais vous le dire, crime de lèse-majesté, 5 d'entre eux sont condamnés à mort par le supplice de la roue et d'autres vont être déportés aux galères. Voilà, c'est assez triste. C'est en 1769. Et puis après, quelques mois après, vous savez, il y a la défaite à Sconfitte, à Di Ponteno. 13 février 1800 maintenant, c'était la création de la Banque de France. Elle est créée le 13 février. C'est Napoléon Bonaparte qui en est le premier actionnaire et il va conférer à cette banque, Napoléon, le monopole d'émission des billets, c'est-à-dire le privilège exclusif d'émettre ces billets. Et la Banque de France, nous avons les musem pour 1895 maintenant, toujours un 13 février, Louis et Auguste Lumière déposaient le brevet de leur caméra qui enregistrait et projetait des images, c'est-à-dire le cinéma. 13 février. 13 février 1895. Et ils organiseront un tout petit peu plus tard, vous savez, la célèbre projection avec 10 petits films, dont le célèbre Arroseur arrosé. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie de l'émission, on va montrer le cinéma. Aujourd'hui, on va parler du cinéma espagnol avec un réalisateur. Voilà, tout a commencé grâce à eux. Grâce à eux. Fin du 19e. 1897 maintenant, c'était la naissance à Ajaccio de Spade, d'André Spade, né dans une rue du vieil Ajaccio plutôt, d'un père sarde et d'une mère corse. Il devint bandit en tuant un gendarme qui en voulait à un de ses amis et par la suite son parcours va être jalonné de meurtres en tout genre et aussi il va souvent se transvestir Spade et comme il y a toujours une croix au cou, on l'appelle communément le bandit de Dieu et il va finir, vous le savez, exécuté dans la citadelle de Bastia, dans la prison de Bastia, le 21 juin 1935. 1917, toujours un 13 janvier, c'était l'arrestation de la danseuse Mata Hari. Vous la connaissez? Oui, Mata voilà, on Hari, la voit à l'image. fameuse. Elle a été donc... elle est condamnée, je ne vais pas raconter toute son histoire, c'est très long. Condamnée, elle a été fusillée par la France pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale et notamment un général français lui avait promis, moyennant finance, si elle s'infiltrait, parce que comme elle était du Pays-Bas et que c'est un État neutre, elle arrivait à voyager partout en Europe c'était agent tranquillement. double. D'ailleurs, elle allait souvent à Madrid, Mata Hari. Vous en avez entendu parler de Mata Hari, les Non, filles? c'était une danseuse au charme qui ne sont plus approuvées. Vous avez, alors, on va faire une petite aparté. On vous a mis des tapas Elle de ne chez les vous. mange Il n'y a pas. personne qui a touché les tapas. Vous êtes au régime, qu'est-ce qui se passe? J'ai goûté, hein. Je vais en goûter un, moi. Je vais en goûter un tapa, Vas-y, d'ailleurs. vas-y, Ils sont bons ou pas? Oui, oui. Très bon. Oui? Oui. Bon. Allez, on y va. Pour moi, 1998. Tout à l'heure, Diane. Vous ne pouvez pas parler la bouche pleine. 1998, maintenant, le 13 février, le préfet Bonnet prenait ses fonctions en Corse. Et là, j'aurais aimé avoir la bouche pleine, pour pas en parler plus. 2005, 13 février, un immeuble de 106 mètres. Là, on repart en Espagne maintenant. Le 13 février 2005, un immeuble de 106 mètres, vous le connaissez peut-être, de 106 mètres de haut, était rasé par les flammes. C'était un immeuble très connu puisqu'il était dans le quartier des affaires de Madrid, assez représentatif de la ville. Il part en fumée un 13 février et heureusement il n'y a pas une mort dans les 32 étages puisqu'il était en réfection. Et pour terminer, en 2008, toujours le 13 février, alors que vous ne pouvez plus réagir, puisque les tapas sont en raison de vous, c'était le décès, le 13 février. Je vous propose qu'on coupe le micro pendant que je mange, parce qu'apparemment, ça doit résonner dans toutes les maisons de Corse. 2008, le 13 février, c'était le décès d'Henri Salvador, le bien-aimé, né à Cayenne, en Guyane. Il est mort à Paris en 2008 et il nous laisse ses chefs-d'œuvre, Le Loup, la Biche et le Chevalier, Dans mon île, Le Travail ou encore Jardin d'hiver. C'est ma préférée. C'est terminé. Oh, ben vous avez droit à quelques tapas. Merci. Avant cela, on va accueillir notre chroniqueuse du jour. Célia, c'est à vous. Célia, comment va? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Oui. Alors, vous êtes là. Pourquoi? Je suis là parce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la génération Y. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Réma, Blanca, Trinity, Diana et moi-même faisons partie de cette génération. Il n'y a que vous, Luc, qui n'en faites pas partie. Hein. Et ça n'est pas une question de chromosome, quoique. Je ne sais pas. Non, d'après Wikipédia, la génération Y, en fait, ce sont toutes les personnes qui sont nées au début des années 80 jusqu'au milieu des années 90 et qui sont représentatives de la génération
Internet. D'accord. Et ceux qui sont nés avant les années 80, c'est génération quoi alors? C'est la génération X. Vous faites partie de la génération X, entre les baby-boomers et la génération Y. D'accord. Voilà. Génération sacrifiée, quoi. Non, c'est nous, la génération sacrifiée. Ah bon? Oui, je vais vous expliquer tout ça. Ah, voilà, ça va encore. La preuve, hein, vous mangez des tapas pendant que nous, on travaille. Alors, pour faire chic, en fait, on peut prononcer les Y pour la génération Y, parce que c'est aussi la génération du pourquoi. On est tout le temps en train de vouloir savoir pourquoi. On peut aussi nous qualifier de génération Y parce qu'on a un baladeur toujours autour du cou, et le fil, en fait, des écouteurs forme un Y. Voilà, donc cette génération qui a grandi avec Internet, elle a aussi une identité numérique qui lui est propre, puisqu'en fait, sa sociabilité, elle est fondée essentiellement sur les réseaux sociaux, sur la communication en ligne, l'échange de photos, l'échange de commentaires. Enfin voilà, c'est quelque chose qui qualifie vraiment cette génération. C'est aussi la génération de l'instantané, de la gratuité, du low cost, du LOL. C'est une culture qui est particulière. Et c'est aussi la génération des grands mouvements et des grands renversements comme ceux du printemps arabe ou ceux de la Puerta del Sol à Madrid le 15 mai dernier. Voilà, donc cette génération Internet aussi, les filles la représentent bien, puisque on passe beaucoup de temps connectés, on envoie beaucoup de SMS, et je sais pas moi, à peu près 1600 SMS par mois, ce qui est quand même... 1600 SMS par mois? Notre génération, oui. C'est 4 heures par personne, oui. 1600 SMS. On va se retourner vers Blanca, Trinity. On ne dit pas Trinity, on dit Trini d'ailleurs, vous m'avez dit. Et Rema. Donc on rappelle que vous êtes là parce que nous consacrons toute la semaine à l'Espagne. Il y a aussi un festival en ce moment à Ajaccio. Donc on va voir, vous êtes une partie de la communauté espagnole, comme je le disais. Ici en Corse, vous envoyez 1600 SMS par mois? C'est non, moi je ne pense pas à 1600, mais bon, comme on a des forfaits. Comme on a des forfaits où c'est inclus l'envoi des textos et c'est toujours en limité, par rapport à l'Espagne, ça c'est une différence, donc on en envoie pas mal. Vous en envoyez 1600? Moi je crois, oui. Peut-être même plus. D'accord. Voilà, c'est un besoin, c'est un doudou aujourd'hui, le téléphone mobile, on est connecté systématiquement à Internet. Diana, 1600 SMS? Ouais, bah, à peu près, je pense aussi. C'est possible. Effectivement, je suis vraiment la génération X alors, pour le coup. Voilà, donc on passe 1h30 à regarder la télé, on passe 4 heures sur Internet, et on a toujours notre téléphone avec nous à envoyer aux amis ou à poster des commentaires sur Internet. Et les filles, en fait, elles incarnent vraiment ce phénomène, et encore plus quand on habite à l'étranger. Donc moi, je vous propose de regarder en images, parce que je les ai suivies pour savoir comment elles utilisaient le réseau. Hola chicas, ¿qué tal? Bien, Revita, ¿cómo estáis? Se retrouver entre amis pour prendre un verre, rien de plus banal, du moment que c'est avec modération. De la cerveza, des tapas, si vous regardez bien, vous devinerez que ce groupe de personnes est d'origine espagnole. Tous kinés, ils se sont croisés dans leur travail, mais ils se regroupent aujourd'hui via la page d'un réseau social intitulé « Les kinésithérapeutes espagnols qui habitent en Corse ». Une façon de faire exister leur communauté espagnole au sein de la communauté ajaxienne. Ça nous permet de s'organiser. Et surtout, par exemple, des postes de travail, on peut se renseigner si on a besoin de quelqu'un au nord, au sud. Ça nous ressemble et surtout ça nous unit. Pour, par exemple, les week-ends, on peut s'organiser pour sortir des fêtes, des anniversaires et être un petit peu plus proche de notre petite communauté. Ça fait du bien. Parce que même si on est bien ici, avec les gens d'ici, mais ça nous manque toujours notre pays, ça nous manque toujours parler espagnol. On a aussi quelques copains qui ne sont même pas espagnols, mais on s'entend très bien avec eux. Ils vont aussi dans notre site internet pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment ça va la vie. Et la vie d'Ignacio, loin du pays, ça va plutôt bien. Vale, a las 9:15, vale? Venga, ciao. Pour Blanca, il est plus important de pouvoir se connecter régulièrement avec les siens. Lenita. Hola, ¿Qué tal el finde? Ahora te veo. ¿tú qué tal?
Internet permet de garder le fil avec la famille en Espagne et de suivre l'actualité sous un angle différent de celui des médias français. Je suis très liée à ma famille, à mes copines, mes amis et tout ça. Donc j'aime bien toujours savoir de quoi ça parle, qu'est-ce qui passe. En fait, avec mes parents, je parle souvent, très souvent. Et avec ma famille, mes cousins aussi. On essaie de se relier pour être au courant de ce qui se passe là-bas. Sur les médias français, c'est l'opinion de quelqu'un d'ici, peut-être, qui donne son avis par rapport à les choses qui passent en Espagne. Mais par contre, sur les médias, c'est plus mon entourage. C'est ma famille, mes amis, qu'il peut me raconter à peu près de sa façon, de son point de vue. En choisissant de vivre en Corse, Blanca n'a donc pas renoncé à ses origines. Les réseaux sociaux lui permettent de partager le quotidien des Espagnols, qu'ils soient ici ou ailleurs. Au début, on n'avait pas les groupes des physiothérapeutes espagnols en Córcega, c'est kinés espagnols en Corse. Mais après, comme on voyait que c'était bien pour nous réunir tous, on a dit pourquoi pas. Et en fait, ça marche. Plus fédérateur que n'importe quel réseau social, ce qui réunit indéniablement les Espagnols, ça reste définitivement le football. Dites-moi, il y a que des Espagnols là? Oui. Oui. Combien vous êtes d'Espagnols sur l'île, vous le savez, Rema? La chiffre exacte, on ne la connaît pas, mais une quinzaine. Une quinzaine, oui. Qu'on connaît. Sur Ajaccio, une quinzaine, mais dans toute la Corse, vous ne savez pas? Non, il y en aura beaucoup. Bon, on a une copine à Porto Vecchio. Vous n'avez plus le droit de parler parce qu'on n'entend que vous dans le sujet. D'accord, répétez. non, je rigole. Une copine à Porto Vecchio. Ouais. Vous venez toutes du même endroit en Espagne parce que là on a vu que c'était pour le Classico, le match, on rappelle, pour ceux qui vivraient sur notre planète, le Classico c'est le match de foot qui oppose le Barça à Madrid. C'est le Barça qui a gagné, tout le monde était content en fait. Il n'y a que des Catalans. Non, c'est le Barça qui a gagné. C'est le Barça qui a gagné, les filles. Mais on n'est pas tous contents, par contre. Ah, voilà, justement. Vous venez de toutes les régions de l'Espagne? Oui, de plusieurs régions de l'Espagne. En fait, on n'a que 2-3 qu'on a de la même région, mais tout l'Espagne est un peu représentée. Alors, vous savez, nous les Corses, quand on va à l'extérieur, on est très soudés. Et quand on est chez nous, il y a un petit peu des divisions. Est-ce que c'est la même chose en Espagne? Est-ce que vous avez dit que vous veniez de différentes régions d'Espagne? Trini, est-ce que quand vous êtes ici en Corse, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de Catalans, il n'y a plus de Castillans, il n'y a plus que des Espagnols? Oui, je pense qu'il y a toujours la différence. Ça dépend de la région où on vient. Moi, je viens de la région d'Alicante. Mais bon, après, quand on s'est rencontrés là, et à la fin, on est tous pareils. On est contents de nous rencontrer. Mais bon, il y a toujours la petite différence entre les régions et surtout quand on regarde un match comme les Barça ou les Madrid, il y a toujours, on aime bien, on préfère toujours une équipe ou l'autre. Même les filles, vous êtes très football en Espagne? Moi, j'aime pas trop, mais bon. Ouais. Dites-moi, pourquoi vous êtes là en Corse, les filles? En fait, moi, j'ai commencé à travailler en France il y a 6 ans. Donc, du coup, dissocié un petit peu en année plage, en année montagne. Et j'ai trouvé la Corse sur la carte, j'ai regardé un petit peu et je me suis dit, pourquoi pas? Il y a beaucoup de nature, la montagne, ça me plaît, la plage magnifique, donc voilà. C'est pour le paysage. On a tenté, on a envoyé un CV et voilà. Parce qu'on va le dire, vous venez toutes les trois et puis toutes de régions différentes en Espagne, mais vous faites toutes le même travail là, sur le plateau. Oui. Vous êtes quoi? Kiné. Alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les kinés, vous venez... déjà, pourquoi vous partez de l'Espagne, les kinés? Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, je pense que tous, on a en commun que, on veut connaître un peu le monde, on veut voyager, apprendre notre culture. Et en plus, notre métier, ici en France, on a la chance qu'on peut le développer, on peut s'épanouir. Il a de l'offre. Donc, c'est un pays dans lequel on se sent bien accueilli. En même temps, on peut voyager, apprendre, et en même temps qu'on travaille. Parce que c'est difficile d'être kiné en Espagne à l'heure actuelle. Enfin, on voit qu'en Espagne, il y a beaucoup de choses difficiles en ce moment, mais on va commencer avec vous. Kiné, c'est difficile? Oui, bon, surtout, c'est un peu complexe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de places, surtout à niveau public. Et après, au milieu privé, le problème, c'est que c'est pas remboursé par la Sécu, les traitements qu'on fait. Donc, ça devient, des fois, ça devient un luxe pour certains qui ont vraiment besoin, mais qui... soit ils doivent attendre les longues listes d'attente pour aller dans un hôpital, pour avoir la rééducation, soit ils doivent choisir un cabinet en libéral, mais ils doivent quand même payer à chaque séance.
de sa poche, donc ça devient un peu cher. Et ici, pour vous, c'est plus facile ici. Qu'est-ce que c'est facile de passer de l'Espagne en étant kiné, on s'installe, il n'y a pas trop de... Il faut faire toujours une équivalence du diplôme. Mais on a déjà la langue aussi, la barrière de la langue. Maintenant, ça va à peu près, mais au début, c'était la galère. Pour parler français comme ça, allez, oh. La galère, mais justement, on revient vers vous, Célia. Hein, génération Y, votre génération, c'est une génération galère, une génération précaire. Oui, c'est vraiment une génération précaire. En fait, c'est la génération qui est le plus exposée aux difficultés en fait, pour avoir du travail, pour rentrer vraiment sur le marché du travail. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord faire des stages à rallonge. Ensuite, les salaires, ils sont au rabais. C'est vraiment la génération qui est en première ligne de ces bouleversements. Et en fait, cette génération-là, elle ne peut plus prétendre égaler le même salaire que les parents ou ne serait-ce qu'avoir le même niveau de vie. C'est pour ça que les filles, je pense, vous êtes parties en France grâce à l'ouverture de l'Europe pour retrouver en fait ce que vous avez perdu dans votre pays. Oui. Oui, bon, c'est un peu, d'un côté, on avait aussi envie de voyager, de connaître des gens, d'apprendre une langue et de voir comment ça s'est passé notre métier à l'étranger, parce qu'on avait déjà appris par des autres collègues et que c'était très intéressant de travailler en France, parce qu'il y avait beaucoup de postes libres et on pourrait travailler soit dans les milieux publics ou privés. Et d'un autre côté, c'est intéressant aussi parce que bon, on retrouve notre indépendance, parce qu'en Espagne, bon, on peut à peu près trouver un travail, mais des fois pour trouver un logement et s'indépendiser, sortir de chez notre parents, des fois c'est pas évident. Surtout qu'on assiste à l'inverse en ce moment en Espagne. Hein. Je lis, il y a de plus en plus d'enfants qui retournent vivre chez leurs parents parce qu'il y a un taux de chômage énorme, surtout chez les jeunes. Et donc on a tendance à se remettre ensemble, hein, il paraît. Oui, c'est vrai que... Allez-y. Nous, ça fait quelques années qu'on est ici, donc du coup, quand on est venu, moi je pense que c'est celui-ci que chaque fois ça va de plus en plus. Il n'était pas si présent comme à l'actualité. C'est vrai que d'ici 2 ans, chaque fois, il a plus de soucis par rapport à tous les jeunes qui sont en plus bien préparés, diplômés, voilà, même si ils n'ont pas des études. Hein. Et vous êtes ici, on a bien compris, pour voir autre chose. Vous êtes mariée ici, Blanca? Ah, pas mariée. Vous avez trouvé un petit copain en tout cas. Oui, j'ai trouvé un petit Corse. Ouais. Petit Corse, ils sont petits les Corses. Vous voulez rester donc, j'imagine. Oui. Et vous les filles, vous êtes là comme ça, c'est une parenthèse ou vous allez définitivement vous installer? Non, moi je sais pas le temps que je vais rester, mais je sais que c'est un des endroits où je veux les venir, connaître, mais ça continue un peu l'itinéraire. D'accord. Célia, attendez, on n'a pas demandé à Trini, on va demander d'abord à Trini. Bon, Trini, moi, vous? ça fait pas longtemps que je suis là, en fait ça fait que 5 mois. Et au total, en France, ça fait 1 an et 4 mois, donc je suis un petit peu... Et vous allez rester combien de temps, vous savez pas? Mais là, j'aimerais bien rester longtemps. Je cherche à m'installer déjà, parce que bon, à chaque fois, les déménagements pour changer et tout, c'est pas évident. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé l'endroit parfait, je pense. Parfait, ben, non, si vous le dites. Célia. Oui, en fait, vous avez toutes le même âge, vous faites toute la même profession, vous êtes partis quasiment tout en même temps, et je trouve que c'est très symbolique de la génération Y, puisque avant on avait peur de partir, c'était compliqué pour couper le cordon avec la famille, avec les amis. Là aujourd'hui, on est tout le temps connectés, on n'a plus peur de rien, il y a une possibilité vraiment d'ubiquité, hein. On peut être ici et là-bas, grâce à son téléphone, on peut savoir ce que la famille fait, ce que les amis font, et en même temps on peut continuer à vivre sa vie et on peut partir. Et c'est vraiment, vraiment représentatif de cette génération. Est-ce que vous appelez d'autres personnes? On a vu que vous êtes très connectés justement avec le pays, vous avez besoin de connaître des nouvelles. Est-ce que vous appelez d'autres personnes à venir justement en disant allez viens, est-ce que... Des fois, si on a des collègues à nous. Oui. Oui, s'il y a quelqu'un qui nous dit bon alors comment ça va en France et tout, on dit viens t'y voir. Parce qu'après aussi, toutes les photos qu'on met sur Internet, ils les voient. Et là, ça donne envie, les plages et tout. Quand on monte les plages. Question SMS. Comprenez-vous la langue corse? Pas du tout. Un petit peu. Il faudrait s'y mettre, hein, les filles. Hein. Oui, et justement, tiens, les relations avec... comment vous avez été accueillis ici? Est-ce que ça se passe bien? Parce qu'on a vu que vous êtes souvent entre espagnols. Vous avez quand même des copains et des copines d'ici? Oui, bien sûr. Ouais.
Il y a Blanca, qui a créé la page, le groupe sur le réseau social, les kinésithérapeutes espagnols qui habitent en Corse. Voilà, c'est qu'il y avait vraiment une envie de se retrouver, c'est ça? Oui, aussi parce qu'on était nombreux pour se mettre d'accord c'est quand on sort, qu'est-ce qu'on fait. Et, celui qui l'intéresse, il regarde la page internet et s'il y a quelque chose, on y va. Hein. D'accord. Pardon Luc, Ignacio nous a confié également que lorsqu'il y avait une perspective d'emploi ici, vous la publiez sur le site pour vos amis en Espagne et comme ça vous leur proposiez de venir ici. Oui. Bon, donc tout va bien pour l'instant. Oui, très bien, on a très bien accueillis. Vous parlez de France 3 ou vous parlez... En général, France 3, la Corse, Ajaccio, tout. Ne bougez pas, de toute façon, on se retrouve dans quelques petites minutes puisqu'on va recevoir un réalisateur, puisque nous allons parler justement de cinéma espagnol, encore avec votre génération, la fameuse génération Y dont je ne fais pas partie. Merci, j'ai bien compris, Célia. Diane, on se retrouve dans 5 petites minutes. Célia, dans 5 petites minutes, on va parler cinéma et encore une fois de la communauté espagnole en Corse, voir comment elle vit. Et voilà. Allez, à tout à l'heure.